Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que je viens de lancer. En effet, après plusieurs dizaines d'épisodes, je me suis rendu compte de quelques manques, entre guillemets, concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés, toujours en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares de musculation que vous pratiquez. Je vais également vous parler d'alimentation et notamment de comment prendre de la masse utile, mais aussi comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous avez des questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Pascal Boucherie, médaille olympique en 1984, mais également légende du milieu. On revient sur son parcours, sa découverte du kayak, ses entraînements, mais aussi ses échecs et sa vision de la vie. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Pascal et ses secrets. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui? Bon, bonjour. Écoute, bonjour Rudy, ça va très bien. Voilà, un dimanche tranquille. Hier soir, on était de sortie, donc c'est toujours un petit peu dense et chargé, si tu vois ce que je veux dire. Mais ce matin, on a été randonner. On a fait une randonnée de 2h30 dans les très beaux coteaux de la Loire, derrière la maison, et c'était un pur bonheur. Voilà, donc voilà, je me sens bien. Voilà, comme très souvent maintenant à ce moment de ma vie, quoi. Voilà. Alors, déjà, je voulais te dire, comme je te l'ai dit avant le podcast, que c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment que je te cours après. En ce moment, je cours beaucoup après les invités que j'arrive à interviewer en ce moment. Et donc, étant donné que pour moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de la part de Christophe sur toi. Donc, pour lui, tu étais une de ses idoles quand il était jeune. Donc, à chaque entraînement, tu es pris en exemple, hein, bien évidemment, ou presque. Donc, c'est un vrai plaisir. Et donc, je voulais revenir un peu, comme t'es l'ancienne génération, on va dire, c'est assez difficile de trouver des informations sur toi, sur ton parcours, à part ton palmarès. Et Et donc, je voulais commencer par, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le canoë-kayak? Oui, écoute, c'est très simple ici à Angers. Hein, mes parents habitent d'ailleurs toujours, même s'ils sont très âgés maintenant, un quartier populaire d'Angers, et à même pas 10-15 minutes de la maison, il y a un réseau de rivières ici qui est assez sympathique. Hein. Il y a tout. Pour commencer, la Mayenne, qui s'associe à la Sarthe, qui elle-même s'est associée au Loir quelques kilomètres plus haut, pour former la plus courte rivière de France, la Maine, qui fait 10 kilomètres de long, qui, elle, se jette dans la Loire. Donc, tu vois, des cours d'eau paisibles, des cours d'eau aménagés plus ou moins, et puis la Loire, le fleuve culte un peu, voilà, qui, lui, est libre un peu comme je pense l'être, libre en tous les cas à l'époque comme je pensais l'être. Et avoir ce terrain de jeu, alors déjà les berges c'est très intéressant, mais pouvoir se déplacer sur ces éléments liquides là, ça m'a attiré, et le kayak a été une solution. Donc j'ai fait une première tentative, on va dire, je devais avoir 13-14 ans, il venait tout juste de creuser le lac de Maine, voilà. En fait, c'est une espèce de carrière, une grande carrière à ciel ouvert qui permettait de récupérer des graves pour construire, la construction essentiellement. Hein. Et c'est devenu très très vite un lieu pour moi assez fantastique. Hein. On était très isolés, c'était la campagne, et
et c'était la pleine nature, excepté le trafic un peu comme à Pose, quoi, hein, puisque c'est une région que tu connais là-haut. Voilà. Et puis j'y suis revenu. J'étais pas très assidu, hein, parce que je faisais d'autres choses. Et puis j'y suis revenu à l'âge de 15 ans, en seconde en fait, quand je suis passé en seconde. Voilà, et là par contre, j'ai été assez rapidement accroché. Ça s'appelait le plein air en juin à l'époque. C'était accolé à Jeunesse et Sport. C'était une base Jeunesse et Sport où les enfants, les adultes venaient en stage le mercredi, le samedi, prendre et des cours de kayak, mais aussi de voile beaucoup. La voile, oui, c'était aussi très très développé, la voile. C'est une base sur laquelle les agents construisaient aussi, ça c'est important. Construction polyester, c'est quelque chose qui m'a vite passionné. Les locaux étaient dans une ancienne ferme, la ferme de la Fontaine, et encore une fois, c'était vraiment la race campagne. Hein. On était vraiment isolé et très tranquille. Voilà, très vite. D'ailleurs, l'été, on y squattait, hein, on campait dans les prairies à côté. C'était vraiment un lieu vraiment de jeunesse et un lieu de vie autour de l'activité nautique. C'était bien sympa. Et cette année-là, on faisait essentiellement du plat, puisque c'est beaucoup de plats, mais aussi la ligue était assez orientée slalom, eau vive, quoi, la descente aussi. Mais moi, ce qui m'attirait le plus, c'était la descente slalomée, en fait. Voilà, on descendait la Sèvre nantaise sur des kilomètres, par exemple. Il y avait des passages, des petits rapides, des seuils, etc. Et on passait notre temps, on passait peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur chacun de ces petits mouvements d'eau. Ces petits mouvements d'eau, des fois, qui étaient bien conséquents quand même, parfois. Et voilà comment ça a débuté. On s'est sélectionné pour les championnats de France dernière année cadet slalom et descente, puisqu'à l'époque il fallait sélectionner slalom et descente avec un copain que je connaissais depuis le collège en fait. Et puis voilà. Donc au championnat de France, ça n'a pas été très probant, hein, parce que de passer de la Sèvre nantaise à l'Isère à 14-16 mètres cubes, c'est autre chose, quoi. C'est clair. Mais l'expérience était intéressante, surtout toujours et encore la présence de la nature, hein, le cadre. Ça c'était hyper important pour moi. Voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte aussi que d'être tout le temps trempé, l'eau froide, c'était pas mon affaire, quoi. Je préfère l'eau chaude de la douche, par exemple. Et je me suis un peu détaché, d'autant que j'étais engagé dans un baccalauréat qui s'appelait le bac E à l'époque. Alors maintenant, on me demande pas ce que c'est, mais c'était une mathématique et technique en fait. Voilà, et c'était très prenant. J'avais plus de 40 heures de cours par semaine, parce qu'on avait des heures d'atelier, beaucoup, etc. Et c'est vrai que j'ai pas pu me libérer comme je le pensais, voilà. Et donc j'ai perdu un peu le contact et voilà. Ensuite, je suis parti à Poitiers faire un IUT, un IUT génie thermique. Voilà, il y en avait 4 en France, il y en avait un à Poitiers qui est pas trop loin de la maison. Je suis allé là-bas et puis la première semaine, j'ai visité le campus. Hein, il y en a plusieurs, mais c'était Champlain. Et sur le campus de Champlain, il y a un gymnase. Et dans le gymnase, il y avait une salle de musculation. Et j'aimais pas mal la musculation. J'aimais beaucoup la musculation, la course à pied. Et en passant la tête, j'ai trouvé un gars que je connaissais qui s'appelait Bernard Morin, enfin qui s'appelle toujours Bernard Morin. Voilà, qui a été un kayakiste de descente de renom, hein, au niveau des équipes nationales. Et on s'est pris d'un métier et on s'est pas quitté pendant une année d'entraînement très intensif, en fait. Il m'a initié
à tout ce qui était l'approche physiologique de l'entraînement, mais aussi à la navigation. On faisait nos muscules, ils couraient très bien, très vite. Donc moi, je courais aussi très bien et très vite, donc on s'est bien entendu. Et j'étais son sparring partner en fait, parce qu'il préparait les championnats du monde, lui. Et moi, je préparais rien, si ce n'est avoir le plaisir de naviguer avec lui et de m'entraîner avec lui. On allait faire un peu d'escalade en complément. On allait au ski de fond aussi. Voilà, et ça a été une période très intense. Juste avant quand même cette période de l'IUT. Alors, est-ce que c'était là où j'ai un petit trou? Ouais, juste avant ou juste après cette période d'IUT. J'ai fait une école après à Angoulême qui s'appelait le CEFOCEP, où des descendeurs comme Bouffard sont passés là-bas. C'était une espèce d'école omnisport où on te faisait passer le brevet d'État. Donc j'ai passé un brevet d'État là-bas et je m'entraînais. Là j'ai pris vraiment goût. J'ai vraiment pris goût à l'entraînement. Mais ce qui m'a surtout convaincu, alors j'avançais très vite sur le plat. En descente j'étais toujours très moyen parce que j'avais un gros gabarit en fait. Et puis ça me gonflait encore et toujours. Mais j'ai commencé à faire de la course en ligne à ce moment-là, grâce aussi à Yves Chauveau d'Yvonx dans le milieu, qui était du club nautique de Bushman ici, voilà. Donc je me suis inscrit assez naturellement au club nautique de Bushman, et puis j'ai commencé à faire aussi un peu de course en ligne. J'ai croisé Philippe Bocara, et puis en fin d'année 80, en octobre 81. On s'est retrouvé à Vichy parce qu'à l'époque, tous les ans, il y avait ce que l'on appelait les interligues, et ça se passait à Vichy parce qu'il y avait le bassin de slalom de Vichy et il y avait le bassin de course en ligne, et donc c'était un peu la fête du kayak, eau vive et eau calme. C'était l'objet de compétition, bien sûr, et c'était aussi le moment de bien faire la fête et de bien clôturer les saisons. Et là, Philippe, lui, était rentré au BJ au mois d'août, et moi, je devais partir en décembre, mais pas au BJ, je devais partir je sais pas où. Et Philippe a dit, tu devrais venir parce que Jean-Marc Daugé est déjà parti, va partir, lui, en décembre. Il va y avoir une place de libre. Tu devrais venir au BJ avec nous. Je dis, écoute, moi, j'ai pas de palmarès, personne me connaît, etc. Il dit, je viens me présenter. Et il m'a présenté à Jean-Claude Le Bihan, qui était le directeur des équipes de France à l'époque, enfin, l'équivalent, de course en ligne. Et puis, Jean-François Milot, qui était l'entraîneur du bataillon de Joinville. Ils m'ont dit, on va regarder comment tu navigues demain, parce qu'il y avait des courses. J'ai bien fait, en plus, parce que j'ai fait une place, j'ai fait deux, trois places, bons résultats. Et à la fin de la journée, je suis retourné voir Jean-Claude Le Bihan, qui m'a dit, écoute, pour moi c'est ok, on a vu avec Jean-François, on te prend au BJ en décembre. Donc ça, c'était au mois d'octobre, et au 1er décembre, j'intégrais le bataillon de Joinville. Et là, au bataillon de Joinville, ça a été une révélation pour moi. C'est un sas magnifique, le bataillon de Joinville, qui n'existe plus aujourd'hui, et je crois que dans la filière d'accès au haut niveau, c'est un sacré manque, en fait, parce que, alors, je dis pas que l'armée, le service militaire, est un manque, parce que en fait, on te confisquait une année de ta vie pour servir le pays, et le maniement des armes, etc. Donc, c'était un peu particulier quand même, à l'époque. Mais en tous les cas, le fait de l'avoir fait au BJ, on faisait un tout petit peu d'ordre serré et de manipulation d'armes, mais la plupart du temps, on passait son temps à s'entraîner. Et donc, on pouvait s'entraîner 3-4 fois par semaine sur des périodes bloquées, du mardi midi jusqu'au jeudi midi de la semaine d'après. Et là, j'ai vu que ça me plaisait vraiment de faire ça. Les résultats aussi ont commencé à se faire sentir. Jean-Claude Le Bihan m'a sélectionné d'ailleurs pour 2-3 compétitions internationales.
Voilà, quand je suis sorti en novembre 82, ben, j'étais déjà référencé, voilà, j'étais potentiel équipe nationale. Donc ils m'ont proposé un contrat d'insertion professionnelle, puisque c'était l'émergence de ces contrats d'insertion professionnelle grâce à Edwige Javis, en 81. Elle a lancé ça. Donc là, c'était donc 82, fin 82. Ils m'ont proposé un contrat d'insertion professionnelle avec la SNCF. Ça consiste en fait, tu signes avec une entreprise un CDI et en fait, tu leur dois un mi-temps annuel et eux, ils te payent à plein temps. C'était un semi-professionnalisme entre guillemets, et en plus le mi-temps tu pouvais l'organiser comme tu voulais en fonction de la saisonnalité de ton sport, si c'était un sport saisonnier. Donc nous c'est un sport saisonnier, donc je bossais plutôt en période hivernale et j'étais totalement disponible à partir du mois d'avril jusqu'au championnat du monde. Voilà, et donc je suis rentré à la SNCF comme ça le 1er mars 1983, et voilà, tout s'est organisé comme ça. À la SNCF, en plus, ils étaient très heureux d'avoir des sportifs de haut niveau. Ils nous proposaient des choses intéressantes, mais en même temps, ce qu'ils nous proposaient, c'est du temps pour s'entraîner. Donc, c'est sûr que je faisais les 2-8. Mais j'étais plutôt de l'équipe du matin, ce qui me permettait à 15 heures de quitter le boulot, et ça me permettait de passer 2 entraînements en fin d'après-midi et début de soirée, quoi. De passer un entraînement de bateau en début d'après-midi, puis ensuite j'enchaînais avec une muscule ou un footing ou une séance de piste dans le stade couvert de l'INSEP. Donc parce que ça, c'est le poste que j'ai chopé le 1er mars était sur Paris, et donc je me suis entraîné à l'INSEP. Tous les gens de l'équipe étaient sur Paris et on s'entraînait sur l'INSEP et au ponton de l'INSEP à Joinville-le-Pont, juste en face de la cabane à Gégène. D'ailleurs, ce ponton est devenu la fédération française d'aviron, le siège de la fédération française d'aviron. La FFCK étant 500 mètres plus loin le long de la Marne. Et voilà comment très très simplement ça s'est goupillé. Beaucoup d'opportunités, voilà. L'opportunité de rencontrer des gens comme Vonx, de rencontrer des gens comme Bernard Morin, de rencontrer des gens comme Philippe au bon moment, Jean-Claude Le Bihan qui m'a fait rapidement confiance avec Jean-François Millot. Et puis ensuite, d'arriver à l'INSEP et de faire sa place dans le collectif d'entraînement. Voilà. Un collectif d'entraînement qui n'était pas celui que l'on peut penser d'un Pôle France, par exemple. On avait des installations sportives, accès à l'INSEP, voilà, cantine, tout ce que tu veux, le restaurant, enfin bref. Mais il n'y avait pas d'entraîneurs. Les entraîneurs arrivaient parce qu'il y avait très peu de cadres techniques affectés à la course en ligne. Les entraîneurs arrivaient après le 1er mai, après les piges qui avaient lieu tous les ans le 1er mai. Voilà. On se retrouvait en stage, ils nous encadraient lors de stages hivernaux quand même, un petit peu, des périodes de 15 jours, mais pas tous les mois. Et le reste du temps, on se débrouillait entre nous sur place, ce qui finalement te rendait encore plus acteur voilà, de ton projet de vie, quoi. Il fallait vraiment se former, s'informer, comprendre, et puis être curieux, se faire accepter, ou au contraire, justement, quand tu étais détesté parce que tu n'avais plus accès à certaines informations, donc il fallait rechercher par ailleurs. Donc c'est vrai que ça crée une dynamique assez propice à une appropriation quand même très personnelle de l'activité et de la méthodologie d'entraînement du haut niveau, quoi. Voilà, et puis en 83, je participais au championnat du monde à Tampere, dans le K4. Ça m'a vraiment plu, même si ça a été une grande frustration. Tampere, les conditions étaient délicates aussi pour naviguer. Il y avait beaucoup de vent, etc. Bon, voilà.
Et puis j'ai été présélectionné à l'issue des championnats du monde en 2003 dans le collectif préolympique. Voilà, et là, Alain Lebas s'est énormément occupé de ce collectif. Il nous a emmenés en Guadeloupe dès le mois de janvier faire que de la PPG, hein. Donc c'était course à pied, muscule, natation, tous les jours, et avec de l'intensité, voilà. Il nous avait emmenés avant à Saint-Cassien en décembre. 3 semaines de stage où là on a navigué. Il y avait un vrai programme construit, voilà, une méthode d'entraînement construite aussi sur des bases un peu différentes quand même. Les pagaies étaient plates, le matériel c'était du matériel bois, donc très chouette hein, aussi, hein, très performant, hein, mais qui laissait peu de place à l'innovation finalement, parce que créer un bateau bois, c'est pas comme créer un bateau en plastique, hein, une forme. Aujourd'hui, tous les bateaux sont en plastique et il est très facile pour les constructeurs de faire évoluer un shape, de faire évoluer une forme, de faire évoluer plein de choses en fait. Hein. Ce qui veut pas dire que les bateaux en bois étaient de mauvaise qualité. Hein. Non, c'était des bateaux extrêmement fiables, de qualité d'accastillage monumentale, et puis d'une beauté saisissante, quoi. On a vraiment envie de monter dans des bateaux bois et puis d'aller s'entraîner parce que j'ai jamais eu froid aux pieds, par exemple, dans un bateau bois. Alors, dans un bateau plastique, j'étais obligé de mettre des chaussettes et j'aimais pas parce que ça faisait un intermédiaire entre ma plante de pied et ma barre de pied. Mais c'est fantastique, c'est vrai, Donc voilà comment ça s'est passé, les Jeux de Los Angeles, engagés dans le K4, on fait une médaille de bronze, bon, très bien. Et puis en 85, on nous propose de faire le K4, mais plus avec Didier Vavasseur et François Barou qui avait mis un terme à sa carrière, mais avec Francis et Daniel Hervieux, Francis Hervieux et Daniel Legras. Bon, on a dit ben non, on veut faire le K2. Bon, on nous a mis parce qu'on s'est déclaré assez tard. Hein, Philippe était déjà parti aux États-Unis, donc il revenait au mois de mai hein, pour faire les piges, tout simplement. Il restait puis il repartait parce qu'il fallait qu'il étudie sa chiropraxie. Mais le challenge c'était aller à Duisbourg et faire une perf à Duisbourg, c'est-à-dire pas se contenter de battre Francis et Daniel qui faisaient le K2000, mais faire une belle performance aussi. Et à Duisbourg, on a gagné. Duisbourg étant la régate internationale de référence, quoi, hein, parce que tout le monde y vient. C'est toujours extrêmement bien organisé. Duisbourg, c'est en Allemagne. Hein. Et un plateau toujours très très relevé. Et c'était, pour nous, ça a vraiment été le déclic, quoi. Ce qui nous réunissait, oui, le souci du détail, l'obsession de la synchronisation, de la symétrie, le fait aussi d'être chacun une entité, mais au service du bateau et de créer une osmose. Hein. On était capable de rester 1 heure et demie accroché à un ponton parce que on avait un tout petit problème de transmission et de synchronisation sur la poussée de jambe, par exemple, tu vois. Et on cherchait sur les calages, on réfléchissait en bioméca, on réfléchissait en physiologie. Philippe était très fort en anatomie, hein, parce que la chiropraxie, c'est de l'anatomie, beaucoup d'anatomie, encore d'anatomie. Et donc, voilà comment on s'est construit. 85, eh bien, on gagne à Malines, hein, un peu envers et contre, et un peu envers et contre... un peu envers et contre tout, pas envers et contre la concurrence, bien sûr qu'on les a niqués, hein, mais eux s'y attendaient de toute façon. Mais en équipe de France, ça a créé un choc. Et c'est clair que quand tu gagnes, alors que il y a peu de bateaux qui gagnaient, et même après les bons résultats des Jeux de Los Angeles, hein, mais des Jeux qui étaient quand même un peu entachés par le boycott des pays de l'Est. Pas tous quand même, mais quelques-uns quand même, mais les principaux, dont l'Allemagne de l'Est. Mais en 85, tout le monde était là et tout le monde avait envie d'en découdre, et gagner dans ces conditions-là, bien sûr que c'était une belle perf, et c'est sûr que ça a créé des envieux, quoi.
Et voilà, donc il y a un malaise qui s'est instauré à ce moment-là dans l'équipe vis-à-vis de nous. Bon, vis-à-vis de Philippe essentiellement, parce qu'en plus, tu vois, il vivait aux États-Unis, voilà, tout le monde. Le rêve américain, c'était encore quelque chose à l'époque, malgré tout. Il fallait le savoir. Enfin, il suffit d'y aller pour que ça soit plus un rêve, de toute façon. mais donc, il vivait aux États-Unis, il revenait que 2-3 mois par an simplement. Et moi, j'ai commencé à faire des allers-retours avec Los Angeles pour aller m'entraîner avec lui aussi. Donc ça aussi, c'est sûr que ça crée un peu de tension. Mais j'ai toujours gardé un bon feeling quand même avec la plupart, parce que tu sais, quand tu es sur l'eau, quand tu es compétiteur, tu reconnais la valeur, quoi. Tu sais reconnaître le mec qui avance de celui que tu peux justement, que tu as dans le collimateur et que tu as envie de battre. Et puis tu sais aussi qu'il y en a, ils sont là depuis des années et ils feront jamais rien, quoi. Et c'est vrai que les problèmes, c'était surtout avec ceux-là, mais ceux avec lesquels on était à peu près, alors rivaux au niveau des sélections, et puis mais en capacité de faire des résultats chacun dans nos embarcations, bon, ça se passait plutôt bien, quoi. Ça se passait plutôt bien, et voilà. Donc après, quand Philippe revenait, oui, c'est vrai qu'on était un peu à l'écart de l'équipe. Moi, je partais aussi pas mal là-bas, et on s'entraînait aussi beaucoup avec l'équipe américaine. C'est vrai que c'était particulier, mais moi je passais ma vie à ça, en fait, à m'entraîner, voilà. Et ma vie, mon art de vivre, c'était m'entraîner, naviguer, voilà. Et puis donc ça débouche à un moment donné sur des performances, même si la performance n'est pas prévisible, on navigue l'imprévisible, on navigue l'inconnu quand on est en compétition, mais tu te prépares pour faire face au mieux à cet inconnu, quoi. C'est-à-dire la performance commence à ton premier coup de pagaie, qui est le seul coup de pagaie que tu peux prévoir, parce que t'es peinard, posé, t'es là, et encore. Séoul est un bon exemple où ce premier coup de pagaie, on l'a pas donné, alors que c'était le plus prévisible de tous les coups de pagaie. Mais il y a eu de l'imprévisibilité avant qui fait qu'on n'a pas pu le donner, ce premier coup de pagaie. Et tout au long de ton parcours, de ces 1000 mètres-là, eh bien, tu prends dans le faisceau tout un tas d'éléments, et parce que tu as 1001 problèmes à résoudre pendant tout ton parcours, et parce que tu as pris l'habitude de capter les bons éléments, les bonnes informations, ou au contraire que tu vas chercher des informations que tu n'as pas l'habitude de chercher parce que il y a un problème particulier ce jour-là, et que tu y apportes une réponse, que tu t'exprimes toi-même, tu exprimes ce que tu es dans cette situation-là, que tu arrives au bout en ayant résolu certainement mieux tes problèmes que les autres, et que tu gagnes d'un pouillème, et que tu es devant tout le monde d'un pouillème ou de quelques secondes parfois, quand même pas des valises, mais une seconde parfois, ce qui est déjà énorme à ce niveau-là, et que tu es capable quand même de ramener ça régulièrement, quoi. Voilà, c'est un peu la philosophie. C'est parce que la natte, la physio, tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se met en œuvre, tout ça, ça s'acquiert, voilà. Le plus difficile, c'est cette espèce de messe pour le temps présent qu'est la compétition, finalement. C'est être là à l'instant présent, quoi. J'aime bien François Bigrel, que j'ai fait travailler par ailleurs avec nous. Ouais, j'ai lu son papier sur les 3 outils de la performance, ou les 3 axes de la performance. C'est ça. Donc ça, c'est devenu ma Bible après, parce qu'à l'époque, il l'avait pas écrit. Tout ça se construisait en même temps, en fait, Mais quand j'ai lu ses écrits, quand plus tard j'ai passé le professorat de sport, là, je savais pas pourquoi il écrivait exactement ce que je pensais, quoi, ce que je ressentais, en fait, Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer, et on est devenus amis. Et en fait, ce qui nous unissait, finalement, c'est la musique de haut niveau. Parce que quand j'étais plus jeune, avant de faire du bateau, de l'âge, du CM1 jusqu'à la terminale, j'ai fait partie d'une école métrisienne. Donc, c'est un peu comme un sport-études, mais pour le chant, en fait. Et
j'adorais ça, la musique. Franchement, j'adore toujours ça, mais la pratiquer, chanter et chanter avec une maîtrise. C'est un ensemble vocal, des chants polyphonie à 4, 6 voix parfois, et avec des prestations un peu en Europe et aussi des œuvres comme Karl Orff, Carmina Burana par exemple, avec l'orchestre philharmonique des Pays de la Loire à l'époque. C'est des moments d'une intensité incroyable. Et si tu veux, une compétition de kayak, c'est comme une improvisation, quoi, en musique. Alors l'improvisation, c'est pas la nonchalance, hein, c'est pas parce que tu as envie de rien branler, tu dis oh je vais improviser. Tu vois, t'as rien à bouffer dans le frigo, tu vas dans ta réserve et puis tu vas improviser avec ce qu'il y a, mais c'est même pas ça. C'est pas ça, c'est surtout pas ça. L'improvisation, c'est en musique et en kayak, c'est pareil. Mais tu choisis une phrase musicale parce qu'elle résonne bien en toi et tu la choisis parce que t'adores le compositeur. Voilà, tu l'apprécies beaucoup. Après, toi, tu travailles comme un forcené pour avoir une maîtrise de ton instrument, quoi. Donc ta voix ou ton instrument, voilà. Et à un moment donné, dans une situation donnée, eh bien, tu vas exprimer par rapport à cette phrase ce que tu es, quoi. Ce que tu as envie de dire avec cette phrase-là, quoi. Comment tu vas la dire, la redire et la dire dans d'autres formes, etc., etc. Et tu vas y mettre là-dedans. Tu vas y mettre toi-même, toi. Et le sport de haut niveau, pour moi, et la compète, c'est un peu ça, quoi. Tu joues ta vie, quoi, à chaque fois, toi. À chaque note, à chaque coup de pagaie, tu joues ta vie, quoi. C'est ta vie qui est là. C'est ce que tu sais faire de mieux, c'est ce que tu sais être, c'est ce que tu sais donner. C'est ça. Et ça, c'est une sensation formidable, hein. C'est vraiment une sensation formidable. Alors après, tu joues avec l'espace-temps, hein, parce que tu vois, il faut être dans des niveaux de conscience dans la musique ou en kayak qui vont crescendo. Hein. L'œuvre, elle va durer, un mille, c'est 3,15, on va dire. L'œuvre va durer 3 minutes 15, mais chaque coup de pelle, ça va être quelques millisecondes, quoi, quelques centièmes de seconde. Et il faut que tu sois dans cette lucidité pour parfaitement contrôler ce que tu fais dans ton coup de pagaie à droite, parce qu'il va conditionner de toute façon ton coup de pagaie à gauche, qui conditionnera ton coup de pagaie à droite, etc. Et ce que tu recherches, c'est exprimer exactement ce que tu sais faire, coup de pagaie droite, coup de pagaie gauche, et ces enchaînements pour être au meilleur de toi-même, donner le meilleur de toi. Et en musique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il y a des triples croches, des quadruples croches, des quintuples croches, et il faut pas en louper une. Et il faut en plus la synchroniser avec l'ensemble, quoi. Donc, tu as un rapport au temps, et ça, c'est assez long, d'ailleurs, ça prend du temps à acquérir, mais tu as un rapport au temps qui va de l'Olympiade, 4 ans, par exemple, pour nous, discipline olympique, à quelques centièmes, quelques millièmes de seconde dans l'action du bateau. Tu vois, quand on passe 1h30 accroché au ponton, c'est qu'on a un décalage de peut-être 3 ou 4 centièmes de seconde sur la poussée. Voilà, sur la poussée du pied, sur ou la croche devant, etc. Et donc, et derrière, ben évidemment, ça perturbe la balance du bateau, l'équilibre, tu vois. Alors, tout seul, tu te réchappes facilement. À deux, ben, tu gênes l'autre si c'est toi qui l'impose, ou tu subis l'autre si c'est lui qui l'impose, quoi. Donc, l'idée, c'est de travailler ces synchronicités, c'est de travailler cette lucidité dans le temps présent. Et ça, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qui me permet de faire, de bien vivre le fait que je ne le fasse plus en bateau et que je sois plus dans cette quête-là, c'est le yoga et le Sudarshan Kriya, qui sont des techniques aussi de respiration, de méditation, etc. Et là, je retrouve des sensations, mais des fois, j'en suis tellement ému que j'en pleure presque, tu vois, même j'en pleure sûrement, parce que dans la position, dans la posture, etc., je retrouve cette sensibilité
incroyables que j'ai développées dans ma carrière de sportif de haut niveau et que j'ai développé avec d'autres comme Philippe par exemple, mais aussi avec Didier et François, mais avec Bernard Bréjon aussi parce qu'on a fait du K2 ensemble avec Nanar et on est allé au championnat du monde et on a fait des belles courses et des belles perfs aussi, mais aussi avec mes équipiers de club à un niveau moindre parce que on n'est pas tout à fait dans les mêmes sensibilités puisqu'on n'était pas tous impliqués dans le haut niveau quoi. Mais voilà, c'est cet art de vivre là, d'être présent, d'être dans l'instant présent qui et cette capacité à l'être de manière très très fine, voilà quoi. Un autre exemple que je peux te donner, hein, parce que des fois ça paraît un peu prétentieux, etc. Tout ça ou inaccessible ou se dire bon bah finalement. Mais aujourd'hui, quand tu poses tes doigts, là, redis, si tu poses tes doigts sur un texte en braille, tu vas ressentir des petites aspérités. Voilà, c'est à peu près tout. Malheureusement, demain, tu perds la vue. Après-demain, tu vas lire en braille. Tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Eh bien, tu vas te motiver pour y arriver. Tu vois. Tu vas gagner en confiance. Dire ah bah oui, là je commence à sentir des différences. Tu vas à chaque fois être dans le bon niveau d'activation, c'est-à-dire être à la bonne intensité, pas excité comme un pou ou complètement déprimé parce que tu sens que tu vas pas y arriver, mais à être dans une intensité qui va te permettre d'être au maximum de tes capacités. Et puis tu vas être hyper concentré parce que tout ça demande de la concentration pour être dans une maîtrise interne, dans un dialogue avec ton corps, quoi. Et puis derrière, eh bien, les émotions vont surgir et tu vas les maîtriser parce que elles sont un moteur extrêmement puissant qui vont te permettre de continuer, quoi, ou te décourager, mais le découragement, c'est aussi une étape importante pour mieux se relancer derrière, quoi. Dans notre pédagogie avec Philippe, il y avait 2 éléments. Le premier, il fallait descendre de bateau en étant satisfait, c'est-à-dire de dire, ben oui, on a fait ça et on l'a réussi à temps ou on ne l'a pas réussi. Mais en tous les cas, c'est bien, et ça c'est le deuxième motif, c'est bien parce qu'on l'a tenté, quoi. Et par contre, après, c'est qu'est-ce que l'on met en œuvre à partir de ça? Qu'est-ce que l'on met en œuvre pour soit abandonner et trouver autre chose, soit intensifier, aller plus loin dans la démarche, soit confirmer, consolider ce qui a été acquis. Donc, tu vois, 2 éléments. D'abord, pas de jugement, mais juste dire c'est bien parce que t'as tenté et il faut y aller, il faut prendre ce risque, il faut prendre des risques. Et 2, c'est qu'est-ce que je vais faire pour améliorer les choses. Quand un championnat du monde en France, on est très fort pour ça. T'es champion du monde, l'année suivante, t'es tranquille, tu vas te ramasser une gamelle. Il y en a tellement peu que de toute façon, t'es bouffé à toutes les sauces. Il y a plein de gens qui viennent se servir et se servir de toi, de ton résultat. Bon, très bien. Sauf que toi, t'en oublies le chemin de l'entraînement, t'en oublies l'envie de repartir, de partir sur une nouvelle aventure, parce que quand tu es champion du monde, voilà, quand tu donnes ton dernier coup de pagaie, voilà, l'histoire est terminée. C'était là, à ce moment-là, et à cet instant-là, et c'est terminé. Après, c'est acquis à vie. Tu es champion du monde, ben tu l'es à vie. Donc, commence à cet instant-là, commence une nouvelle aventure. Et on dit pas qu'on recommence, parce que tu seras jamais dans les mêmes conditions. D'abord, c'est dans un an. Ça sera pas le même bassin, ça sera pas les mêmes conditions atmosphériques. Et entre-temps, tu vas vivre une aventure de 1 an, justement, et qu'il va falloir organiser. Voilà. Le seul truc dont tu es fort et fier, certainement, c'est toute la puissance que tu as accumulée jusqu'à ce dernier coup de pagaie. Toute la préparation avant et tout ce parcours qui t'amène à ce dernier coup de pagaie et qui te sacre champion. Et là, les choses commencent à nouveau, mais fort. Et ça, François Bigrel le traduit très bien. Fort de toute cette puissance que tu as accumulée pendant tout ce temps-là. Et donc, quand tu es dans cet état d'esprit-là, eh bien,
tu te mets moins la pression, tu sais faire le tri entre les gens qui peuvent t'apporter quelque chose, et puis ceux qui t'apporteront rien, qui sont là pour eux-mêmes, et il y en a beaucoup dans ce système-là, c'est très clair, dans ces systèmes-là, et qui font de la politique. Mais toi, il faut que tu restes sur ton projet, quoi, sur ton nouveau projet, voilà, et ainsi de suite se passent les cycles, tu vois. Là encore le temps qui est le temps, l'action située, voilà. Alors, je vais revenir sur pas mal de choses que tu as dit pour avoir quelques précisions. Tu as dit tout à l'heure que t'avais rapidement fait les championnats de France, genre 2 ans après avoir commencé le bateau. Est-ce que c'était courant à ton époque, 2 ans après, de faire des championnats de France, ou est-ce que c'est parce que tu étais particulièrement doué pour la discipline, justement peut-être grâce à t'avais peut-être déjà ce truc de la musique en fait en bateau dès le début? C'est-à-dire que je partais pas de rien physiquement, je courais beaucoup. J'avais un frangin qui était en équipe de France de cross-country militaire, et donc j'avais des capacités de toute façon physiologiques énormes, voilà. Mais c'est les catégories cadets, attention. Championnat de France cadet, c'est pas non plus les championnats de France senior. et on était très nombreux en plus à l'époque. Il y avait des réservoirs énormes, et on était très nombreux. Voilà, donc la sélection était large. Donc que ce soit courant, oui. Enfin, c'est surtout là, c'est une question de politique de l'époque. On ouvre et ça stimule tout le monde, quoi. C'est bien pour les gens qui font de la formation, qui ont à former ou à accompagner dans la formation les jeunes compétiteurs, par exemple, ou les jeunes kayakistes. C'est très clair, mais c'est surtout bien pour les mômes, pour nous. Quand tu arrives sur l'Isère et t'as, je sais pas, il devait y avoir une trentaine de C2 au départ, en slalom et en descente, puisque tu courais les deux de toute façon. Mais tu vois, il y avait les frères Calori, par exemple, il y avait Baillet-Sonnelier à l'époque, c'était ces gamins-là. On est de la même génération. Donc, tu vois, c'est une grande ouverture. Alors, eux avaient déjà, on le sent, un potentiel, parce que ceux qui montaient sur le podium. Mais il y a plein de types comme moi qui pouvaient aussi arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à un moment donné parce que j'y arrivais plus à cause des études, tu vois. Mais ça, c'était pas perdu en tous les cas. J'avais goûté à ça, à cette espèce de grand-messe là. C'était bien sympa, voilà. Et ça te construit un peu parce que tu vois, il y a des choses à gérer quand même. Il y a de l'émotion, il y a, je te l'ai dit, de la motivation, un niveau d'activation, il faut te concentrer, enfin bref, et puis tu crées de la confiance en toi. À l'époque, quand t'es cadet, tu sais que t'es pas bien fini quand même. Tu débutes, c'est l'adolescence, et ça guide, voilà, comme me guidait la musique d'ailleurs, c'est très clair. Donc ouais, je trouvais ça plutôt bien, ouais. Ça veut dire qu'avant de faire du kayak, tu faisais beaucoup de courses à pied? Oui, tout près de chez mes parents, là, tout près de ce quartier populaire, là, il y avait un parc. Il y a un parc, il s'appelle le parc de la Haye, le parc de la Garenne. Le tour faisait 5 kilomètres, mais sur un profil assez varié, de la terre battue, autour d'un lac qui a été construit, qui a été construit déjà à l'époque. C'était une carrière et ils ont construit une abbaye pas très loin avec les pierres qu'ils extrayaient de ça, et puis elle s'est remplie. Ensuite, cette carrière, elle s'est remplie d'eau, et ils ont aménagé ça en parc, et j'adorais courir là-bas. C'était magnifique. C'est toujours magnifique. Chaque jour, ça change de couleur. Chaque jour, voilà. D'abord, t'es dans une forme différente, et c'était toujours un vrai plaisir que de courir, quoi. Voilà. Donc, quand tu courais, quand je dis que tu courais, ça veut dire que tu courais pas tous les jours ou je courais, non, pas tous les jours, mais entre 3 et 5 fois par semaine quand même. Ah ouais. Et puis quand j'ai commencé le kayak, j'ai tout de suite accroché à la musculation.
D'ailleurs, à 15 ans, hein, tu vois, tout de suite, j'étais obligé de me faire opérer d'un genou parce que je faisais trop de squats un peu fort et la rotule, elle aimait pas bien et ça broyait un peu les cartilages sous le plateau tibial, quoi, sur le plateau tibial. Donc voilà, mais j'adorais ça, franchement. C'est super, ressentir son corps, bien se positionner, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que donc tu t'entraînais avec Bernard Morin, qui justement lui préparait les championnats du monde, donc ça t'a poussé Ouais. je veux dire, dans une émulation positive à te donner plus. Après, quand tu es rentré au Rayon de Joinville, tu dis que tu t'es entraîné encore plus fort. Oui. Des personnes que j'ai interviewées précédemment, comme Philippe ou Patrick, j'ai l'impression que s'entraîner fort à ton époque, c'était vraiment avoir un très très gros volume d'entraînement. Là, tu parles de muscu. En course à pied, de ce qu'on m'a raconté, t'avais un très très gros niveau. C'est quoi s'entraîner fort pour toi, la définition que tu donnerais pour toi, ce que tu faisais? Alors, c'est simple. Hein, quand j'étais à l'INSEP avec les autres, hein, le matin, c'était course à pied, musculation, et l'après-midi, bateau. Voilà. Du lundi au samedi, repos dimanche. Voilà. Et en termes d'intensité, est-ce que je crois que alors, dans l'intensité, on faisait la musculation, on faisait essentiellement à l'époque de la force de type puissance, 6 reps, en gros, tu vois, des circuits training, 6 reps, et de la force max. Moi, j'étais pas très fort en force max, excepté en tirage planche, mais ça, c'était l'option musculation. Alors, je mets un tout petit bémol, c'est 4 séances par semaine de musculation et 4 footings. Mais le bateau, on le faisait samedi matin et en fait, on avait 1 jour et demi de récup. Mais en bateau, il fallait faire chaque saison, en gros, on faisait 4000 kilomètres de bateau. 4000 à 5000 kilomètres de bateau. Patrick, il faisait énormément, faisait plus que nous, Patrick Lejeune, par exemple. Mais c'était ça, hein. On faisait des sorties de 18 bornes et beaucoup, tout l'hiver, on faisait des sorties groupées, donc on prenait la vague, un peu comme un marathon en fait. Et on se faisait des crasses d'ailleurs, hein, comme au marathon. Mais on savait aussi que si on se faisait larguer du groupe, le groupe tournait à un endroit donné et revenait sur ses pas. Donc c'était l'occasion de se refaire une petite santé et puis de réattaquer à la descente, quoi, hein, ou à la montée, tout dépend du sens de la rivière dans lequel on le prenait. Mais voilà, mais on s'entraînait. On était 3, 4, 5, des fois 8 dans le groupe. Donc, t'imagines que la prise de vague, etc., c'était quelque chose d'assez commun, quoi. C'était même, ça faisait partie intégrante de l'entraînement, quoi. Oui. Et est-ce qu'il y avait des séances, justement, tu parles d'intensité, est-ce qu'il y avait des séances faciles? Je veux dire, là, si vous faisiez prise de vague, vous étiez, je sais pas, 5, 6, 7. Est-ce que vous étiez tranquille? Quand tu fais le clébard, tu peux faire une séance en faisant que le clébard. C'est-à-dire, tu prends jamais un relais. Et si tu te fais pas déloger, bon, bah, quand même, tu passes pas le même entraînement dans la vague. Mais autrement, il y a aussi des entraînements où tu vas tout seul, hein, parce que t'es coincé vis-à-vis du boulot et que les autres, etc. Et il y a des entraînements où t'es tout seul. Ou il y a des entraînements où t'es qu'à 2, 3, et là, c'est des contenus beaucoup plus maîtrisés. Voilà. Quand on est très nombreux, le contenu est maîtrisé que s'il y a un chef d'orchestre, c'est-à-dire l'entraîneur qui est là pour dire là, et qui donne les tops de départ, etc. quoi. Mais autrement, tu vois, par exemple, avec Philippe, on faisait beaucoup d'entraînements l'un à côté de l'autre en kayak, et on s'imposait des cadences. Par exemple, on disait sur ce 4 minutes, la première minute, on va payer à 80, 70, 90, 100. Tu vois, ça c'est la cadence. On changeait à chaque minute. Et l'idée, c'est d'être pile poil dans la même cadence, hein, parce que ça c'est très facilement vérifiable. Mais dans le jeu de l'appui, dans la passée dans l'eau, tu pouvais prendre l'ascendant sur l'autre. Et c'était le but du jeu. Tu vois, voilà. Et donc ça, mais aussi on faisait des séances de steady, ce qu'on appelle, où là on naviguait vraiment tranquille, hein, un peu même dans la contemplation. Il y a un entraînement que j'aimais bien aussi, qui était assez fatigant, mais qui était pas très intense. C'était 3 fois 40 minutes, 3 fois 50 minutes avec 10 minutes de récup.
où on descendait de bateau. Voilà, donc ça faisait 3 heures d'activité, cadence 60, 65, c'est tout. Mais Voilà. on appuie max? Ben, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est de faire la séance dans son intégralité. Si tu fais ça me paraît être une séance énorme. La première demi-heure, eh bien après c'est fini. Tu fais pas l'ensemble du truc. Or un entraînement, si tu le conçois avec un volume global. Et déjà dans ton évaluation, si tu fais pas la globalité du volume, t'es passé à côté de ton entraînement. Donc faut que tu te poses des questions. Pourquoi t'es passé à côté de l'entraînement, quoi? Parce que c'était mal calibré, ou parce que tu as donné trop d'intensité par rapport à, ou tu vois. Il y a plein de gamins que j'aime bien au demeurant, hein, notamment quand je revenais au club, avec lesquels je me suis entraîné, quoi, mais qui n'ont pas cette régularité à l'entraînement. Et puis tellement heureux de venir s'entraîner avec moi, comme avec d'autres, hein, d'autres de l'équipe, et qui veulent te mettre une branlée sur les 3-4 premières séries. Mais moi, je leur intervenais, je dis, t'es sûr là de la vitesse que t'as fait la première répétition là? Parce que tu sais, il y en a 10 à faire comme ça. Donc tu vas tenir les 10 comme ça? Parce que moi les 10, je les tenais comme ça. Il y a pas de souci. Mais tu vois, c'est ça en fait la culture de l'entraînement. C'est des buts de maîtrise, c'est-à-dire qui sont propres à toi, et c'est des buts de comparaison sociale où là tu vas te comparer à l'autre. Voilà. Donc tu joues en permanence sur ces deux buts là pour réaliser ta séance, et puis la calibrer, et puis avoir une idée si tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé totalement, partiellement ou pas du tout, et derrière pouvoir réajuster le tir, quoi. Voilà. Mais ça me paraît énorme comme séance 3 fois 40 ou 50 minutes comparativement à ce qui se fait maintenant. Est-ce que c'est parce que toi tu faisais aussi le 10 000 mètres que tu faisais des séances si longues? Bah, je faisais le 10 000 mètres, ouais, parce que c'était une course de fin de championnat du monde, et c'était un vrai plaisir, on se marrait bien. Et puis en plus on était particulièrement doués. Mais tu sais, les pays nordiques, moi, je me suis pas mal entraîné avec eux aussi, mais les Américains, ils sont dans les mêmes quantités. Tu vois, des 3 fois 3 minutes, 3 minutes, des 10 fois 3 minutes, 3 minutes de récup, mais en puissance aérobie, là, ça pique énorme, quoi. Hein, des 10 fois 1000 récup virage en cognant tes 1000 à 4 minutes, ou 20 fois 500 récup virage en essayant de caler tes 1000 en 2 minutes, pas moins. Voilà, c'est des trucs qu'on prend à la natation, par exemple, etc. C'est comme ça. Ouais, il y avait des quantités énormes. Hein. Il y avait des quantités énormes. Hein. Il n'y avait pas plus que ça d'infirmerie, mais il y avait des quantités énormes. C'est très clair. Et puis, arrivé le mois de mars, il y avait un test sur 9 kilomètres, un test contre la montre, 9 kilomètres, qui a été réduit à 3 après. Mais voilà. Un peu plus tôt dans la saison, il y avait le test de Cooper, tu sais. Oui, le 12 minutes. Maximum. Oui, voilà. Bon, moi, je tournais autour de 3006, le Cooper. Le test de mars, le premier que j'ai fait tout au début en 82, j'ai fait 3e, et puis après j'ai toujours gagné, par exemple. Et après le test de mars, on commençait à faire du fractionné un peu plus ciblé, 500 ou 1000 mètres en fonction de ce que tu visais ensuite dans ta saison. Oui, il y avait une grosse dynamique d'entraînement et une grosse capacité d'entraînement. Oui. Tu dis que tu t'es pas mal entraîné avec ceux des pays nordiques. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus en détail? Est-ce que si tu as fait des salles avec eux, avec qui, comment ça se passait? On a une base exceptionnelle à Temple-sur-Lot, hein, voilà, et elle était très fréquentée par les Polonais, par exemple. Voilà, ça, les Polonais, par les Norvégiens, dont Knut Holman. J'ai fait peut-être 2 saisons à m'entraîner avec Knut, Peter Rieb, Thomas Rander, Morten Iversen. Ces gars-là, c'est des amis. D'ailleurs, Morten, je le revois de temps en temps au marathon. Et c'est un vrai Thor Nielsen, qui est danois, que j'ai revu là d'ailleurs à Pitești,
Ouais, on s'entraînait comme ça avec Calle Sundquist. Autrement, moi j'avais un petit groupe avec Norman Bellingham, États-Unis, Jeremy West, l'anglais, qui vivait à Basel, et puis moi. Et on tournait, on allait faire 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, et 15 jours, enfin un peu plus quand c'était chez Norman, parce que l'avion, ça coûte plus cher, quoi. Et lui, il faisait un mois complet avec nous, 15 jours à Paris, 15 jours à Basel, et puis moi, puis nous, un mois après en Californie. Mais je me suis entraîné avec aussi beaucoup l'équipe américaine, c'est-à-dire essentiellement Herbert, le coureur de 500, mais aussi son nom, Greg Barton. Ouais, voilà, ça c'est des gens avec qui il y avait un spot qui était vachement bien à Holly Park, un truc comme ça s'appelait, ou Holly, je sais pas quoi, juste en dessous de Cap Canaveral, là, en Floride. Là, on a été jusqu'à 15 nations en même temps à s'entraîner là. Donc, les gens que je t'ai cités venaient très régulièrement s'entraîner là, les Canadiens en plus, mais les Hongrois, voilà. Et est-ce qu'il y avait des différences en termes d'entraînement entre ce que toi tu faisais, ce que vous faisiez, et ces nations étrangères? Non, il y avait pas énormément de différences. Hein. Le plus dur, c'était de se faire accepter dans les différents groupes. Personne ne s'entraînait avec les Français. Hein. C'est les Français qui cherchaient à bien s'entraîner avec les autres. Mais nous, avec Philippe, on avait une bonne réputation, donc on était intégrés. Mais tu sais que les Allemands de l'Est sont venus 2 années consécutives s'entraîner à Angers parce que j'y vivais. Hein. Et je me suis entraîné avec eux. J'ai fait des équipages avec eux juste avant que le mur tombe. Hein. Rudiger Helm, c'était un très bon copain de Marc Soris. Ici, Marc habite à Bushman aussi. Et moi, je me suis entraîné avec eux tous les jours, pendant 15 jours, sans me déplacer de la maison pratiquement. J'étais chez moi. C'était vachement sympa, hein, franchement. En fait, tu t'entraînais que très rarement seul, en fait, au final. Si, quand même, hein, parce que ça, c'est des périodes de 15 jours, voilà. Mais tu sais, en gros, les stages, ça commençait en novembre-décembre plutôt. Voilà, et tu avais une session là. Après, janvier, il y avait une session de 15 jours. Février, il y avait le ski. J'ai fait jusqu'à un mois après Manon. 15 jours avec les juniors, une semaine avec les juniors et 15 jours avec l'équipe, 3 semaines, pardon. Et puis, j'ai fait aussi, après, au mois de mars, les équipes arrivaient, les équipes nordiques notamment, arrivaient en stage à Temple-sur-Lot. Moi, j'ai passé des fois 3 mois à Temple-sur-Lot dans une saison. Hein. Parce que les gens étaient pour s'entraîner. C'était vachement bien. Pour les Jeux de Barcelone, on était 7 équipes à s'entraîner là, parce que c'est tout près de... On prenait l'avion à Agen pour rejoindre Barcelone. Et on a même fait une cérémonie d'ouverture en même temps que la cérémonie d'ouverture, parce qu'on court que la 2e semaine, donc ça sert à rien d'aller dans l'agitation trop tôt. Donc on était en stage terminal à Temple-sur-Lot et on avait fait une cérémonie d'ouverture à Temple. Toutes les équipes avaient joué le jeu et s'étaient mis en costume et on avait défilé dans le petit village. Et il y avait eu un feu d'artifice, des discours, etc. C'était vachement sympa. Ouais. Le temple, c'est comme l'INSEP, c'est ma maison là-bas. D'ailleurs, Alain Brice, qui était le directeur à l'époque, là, a dit dernièrement encore que la chambre, je sais plus combien, 24 dans la commanderie, m'attendait. Si un jour j'ai envie d'y aller, je lui fais signe et j'aurai la chambre 24 à Temple-sur-Lot dans la commanderie qui était ma chambre. Enfin, est-ce que tu navigues encore aujourd'hui un petit peu? Non, parce que ça use aussi. Hein. Tu sais, d'inscrits sur mes cahiers d'entraînement, j'ai 45 000 km de bateau. Et donc, j'ai plus beaucoup de disques vertébraux, notamment entre chaque lombaire. J'ai quelques calcifications aussi, tu vois. Et puis, j'ai des dégénérescences osseuses sur les clavicules. Et puis, mais ça, au lendemain de ma carrière. Donc, il faut apprendre après à vivre avec ça. T'en fais moins, t'en fais plus pareil. Et puis aujourd'hui, si je veux naviguer pour une demi-heure, 1 heure de nave, je vais avoir une semaine de douleur. Donc c'est pas. Ah ouais, à ce point-là, donc. Non.
Ouais, non, puis j'ai fait le tour, si tu veux. C'est bon. C'est bon. J'aime bien voir les autres, voir quelques courses, mais c'est plus mon truc. Euh, Aujourd'hui, je fais de la randonnée et un peu de randonnée en montagne et puis un peu de vélo de route. Voilà. Et puis autrement, j'ai des activités comme le jardin, le bricolage, etc. Qui maintiennent bien en forme. Ouais. en 84, tu as une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Est-ce Mmh. que pour toi, c'était quelque chose d'attendu, déjà de participer aux Jeux Olympiques et d'avoir une médaille, ou pas du tout? Ouais, ouais, de participer au jeu, oui, ça c'est clair. D'avoir la médaille, on y pensait bien parce que on avait eu une tournée de course, 3 semaines d'affilée de course. On avait fait Nottingham en K4, où on s'était pris une branlée monumentale. Ensuite, on était allé à Duisbourg où on avait recollé au peloton, 6e, et on avait fini à Copenhague où on était monté sur le podium avec le K4 russe et le K4 allemand de l'Est. D'ailleurs, Bibi était tellement heureux, le bilan, Jean-Claude, il m'a offert une sueur. Non, mais c'était vachement bien. Et on sentait que le bateau allait de mieux en mieux, quoi. Mais parce qu'on était déjà dans ces logiques de, de s'imposer des éducatifs et encore des éducatifs. On a une petite tendance quand même en France à être omnibulé par justement la comparaison sociale. C'est-à-dire, je fais un bon entraînement quand j'ai eu une demi-pointe d'avance sur tout le monde, tout l'entraînement. Mais c'est pas ça. Moi, je préfère avoir une demi-pointe de retard, mais d'avoir mes propres objectifs, mes propres buts de maîtrise. Voilà, je me fixe des objectifs personnels, ben là, ma main se dégager, etc. Toi, et terminer l'entraînement en étant satisfait et penser avoir progressé en tous les cas sur ce que je me suis imposé. Voilà. Puis il y a des moments où j'ai envie de me lâcher, et puis je cherche à mettre une branlée à tout le monde aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Mais on était déjà dans ces démarches où il fallait donner du rendement au bateau, quoi. Voilà, augmenter la synchronisation. Et d'ailleurs, ça dépasse complètement le simple geste, quoi. Et la simple synchronisation, on va dire, de temps. C'est aussi quelque chose d'un peu plus éthéré, quoi. C'est se mettre ensemble dans le même projet, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui fait avancer plus vite le bateau. Est-ce que justement, il y avait beaucoup d'entraînement en équipage par rapport à tout ce que tu décris? J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses à régler ensemble dans le bateau. Est-ce que vous faisiez Oui. beaucoup d'équipage? Euh, disons qu'on montait pas tous les jours en équipage, mais tu sais, un microcycle, c'est 2 jours et demi. En règle générale, c'est comme ça. Lundi, 4 entraînements, mardi, 4 entraînements, mercredi, matin, 2 entraînements. Une demi-journée de repos et on recommence. Jeudi, 4 entraînements, vendredi, 4 entraînements, samedi, 2 entraînements. Et repos samedi, dimanche. Eh bien, là, on faisait 2 séances de bateau par semaine. Ouais. 2 séances d'équipage par semaine. Ouais. Ok. Euh, qu'est-ce qui te motive après j'ai un peu la réponse, mais qu'est-ce qui te motive à préparer ensuite le K2 avec Philippe pour 88? Parce que vous gagnez 85, mais après je vois que Ouais. il y a un trou dans le palmarès. Oui, parce que Philippe euh, avait beaucoup d'heures de cours à rattraper. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'aménagement. Alors déjà, tout est en anglais évidemment, et c'était très complexe au début pour lui. Tu sais, un jargon de chiropracteur, c'est un jargon très particulier. Donc, il enregistrait les cours et puis derrière, il se les repassait pour pouvoir bien comprendre donc ça lui demandait un temps fou. Et il fallait qu'il passe ses examens. Donc, il a quand même loupé des trimestres à cause du bateau, et donc il prenait du retard. Et l'année 86, par exemple, je suis allé le rejoindre aux États-Unis un mois avant les championnats du monde qui se passaient à Montréal, et il allait en cours et on s'entraînait avant et après les cours. Donc voilà, donc on est arrivé à Montréal, moi j'allais bien en bateau, Philippe était un peu moins préparé, quoi. Et donc on a fait 6e, je crois, à Montréal, 6e.
et ce qui peut paraître une contre-performance, mais ce qui nous permettait de rester en élite. Tu sais, le statut de sportif de haut niveau est géré par un décret et il y a des règles. Donc, il faut être dans les 6 premiers dans une compétition internationale de référence, que sont les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde, pour rester élite. Parce que quand tu es élite, après, tu as accès à tout un tas d'avantages, entre guillemets, quoi. Et notamment pour Philippe, c'était important. Voilà. Moi, pour moi aussi, mais moi, j'avais ma convention d'insertion professionnelle, j'étais déjà bien à l'abri de soucis, quoi. Voilà. Et puis, en 87, eh bien, voilà, on fait une très belle saison, hein, mais on se fait, on double les Néo-Zélandais qui gagnent le K1000, on les double 50 centimètres après la ligne d'arrivée. On allait plus vite qu'eux, on les rattrapait. Mais ils avaient planté le premier 500, ils avaient fait un meilleur chrono que quand la veille ils avaient gagné le K2 500 au championnat du monde. Donc c'était une course de folie, mais on était vraiment dans le coup. On a gagné le 10 000 aussi, tu vois. Et on avait vraiment fait de beaux championnats. Et puis après, c'était les Jeux de Séoul. Donc pareil, les Jeux de Séoul, on avait. J'ai été blessé aux Jeux de Séoul. J'ai eu un syndrome de la coiffe, voilà, un conflit acromioclaviculaire extrêmement douloureux. Donc j'ai pas pu m'entraîner. Quand je suis arrivé aux États-Unis au mois de mai, avril-mai, pour m'entraîner un mois là-bas, au bout de 3 jours, je pouvais plus lever le bras, donc c'était un peu gênant. J'ai pu reprendre l'entraînement qu'une quinzaine de jours suivants. Et ça m'a mis une pression énorme parce que c'est un peu comme une épée de Damoclès, quoi. Ça tenait tout juste, quoi. Hein, la douleur, etc. Elle était supportable malgré les bons soins de tout le monde. Mais ça m'a gêné toute ma préparation, en fait. Voilà. Pour les Jeux, c'était complètement réglé au niveau physique, quoi. Je reviens un peu sur justement ces Jeux de 88. J'imagine que c'est une déception finalement. Ces Jeux, comment tu l'as vécu, toi? Bah, ouais, c'est plus qu'une déception, hein, puisque c'est ta vie que tu joues là. Donc c'est une sacrée un sacré choc, quoi, quelque part. Voilà. Bon, c'est surtout que c'est complètement couillon comme histoire, c'est très clair. Et donc les conséquences, elles sont énormes, quoi. On est favori, l'éclat de rire, la presse qui s'en empare, les maladresses du président de l'époque, mais d'autres aussi, hein, et des malveillants en plus. Donc voilà. Et c'est là aussi que j'ai progressé dans ma connaissance de la nature humaine, si tu veux. Voilà, je pensais avoir 150 000 amis, un peu comme les followers maintenant, hein, sauf que ça se faisait pas par téléphone à l'époque, ça n'existait pas. Et finalement, quand t'es bien dans la merde jusqu'au cou, il y a pas grand monde, quoi. Il y a plus grand monde. Il y a ton premier cercle, hein, ta femme, ta famille, et puis quelques amis du bateau encore et encore et encore. Et voilà. Mais voilà, ça te fait grandir, hein. Ça te dit, ça t'en apprend beaucoup sur la nature humaine, sur la sincérité, les jeux politiques, les intérêts, le pouvoir, voilà. Et tu te rends compte Parce qu'en fait, moi, j'ai entendu plein d'histoires différentes. Donc, j'ai eu la version officielle avec Philippe, oui. qui lui justement me racontait que lui, il était aux US, donc il n'avait pas trop les retombées négatives, mais que toi, tu avais dû les subir en France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en France? Parce que moi, je vois ça d'un œil extérieur, je me dis bon bah t'as pas dû avoir grand chose parce que finalement bon bah ok, vous avez loupé la course, bon bah voilà, point, on passe à autre chose. Déjà sur le plan personnel, il a fallu que je n'y pense plus à ça, à ce moment. Ça repassait dans ma tête environ toutes les 5 minutes. Donc ça a été déjà sur le plan personnel, trouver quelques soutiens et
quelques personnes compétentes pour m'aider à évacuer ça. Et j'en ai trouvé d'ailleurs à l'Institut français de gestion parce que j'avais repris des études à l'époque, voilà. Et j'ai fait un gros coup de bluff d'ailleurs, super. Enfin, c'est pas de bluff, j'ai fait un gros coup à l'Assemblée générale suivante, où d'ailleurs le président qui était en place au moment de Séoul s'est fait jarter pour un autre. Mais je me suis présenté au collège des sportifs de haut niveau. Et j'étais tout en haut de l'amphi, et à l'époque, l'amphi était plein. C'est pas comme maintenant où il y a 3 pelés, un tendu à l'AG, tu vois. Et j'avais acheté une horloge chez Habitat, un truc comme ça, et je m'en étais fait une médaille. Et au moment à mon tour, pour descendre me présenter, pour que les gens votent pour moi s'ils le souhaitaient, j'ai mis ce truc et j'ai descendu les marches de l'amphi tout doucement. Putain, il y a eu un froid, mais un blanc énorme dans tout l'amphi. Je suis arrivé à la tribune avec ma médaille, voilà, mon horloge, et j'avais préparé un texte avec les gens de l'Institut français de gestion, justement, tu vois. Et en finale, je l'ai offert au DTN de l'époque, qui était le DTN de l'époque, voilà, je vais pas en dire plus. Comme si je lui refilais toute la merde que je vivais depuis que j'étais rentré de Séoul, quoi. Mais c'est incessant, c'est harcèlement par téléphone. Alors à l'époque, c'est téléphone fixe et Minitel, donc tu peux quand même assez te protéger. Mais même dans la rue, partout. Et puis t'es plus trop fréquentable non plus. Donc voilà. Bon, tu fermes ta gueule et puis tu commences une nouvelle histoire. Voilà. Fort de cette puissance accumulée. C'est fou quand tu racontes ça, parce que c'est marrant c'est marrant, je prends le terme, mais ça a été aussi disproportionné en termes de réaction de la part des autres, en fait, alors que c'était plutôt une non, mais si tu veux, c'est des jeux qui tournaient mal, Séoul. C'était des jeux sans odeur, sans saveur, sans rien. Donc, nous, notre affaire est arrivée juste avant ou après l'affaire Ben Johnson en même temps. Donc, ils étaient trop heureux, les médias, d'avoir quelque chose un peu d'extraordinaire qui se passe enfin sur ces Jeux Olympiques, quoi, tu vois. Et ils s'en sont saisis. Il y a eu un dessin de Chenez dans l'équipe qui a été Ducon et Conduite sont dans un bateau, tu vois, et on est en bateau caricaturé avec un chandelier et un bonnet de nuit, tu vois. Tout ça parce qu'en conférence de presse, le président de la Fédé a dit à un moment donné, mais il dormait ou quoi? Qu'est-ce qu'il foutait? Mais il dormait ou quoi? Tu vois, parce qu'il était en colère, incapable de maîtriser son émotion, ce que je comprends, et moi je n'en veux pas plus que ça. Il était plutôt très favorable à notre bateau et il nous a soutenus et défendus avant de manière très forte, quoi. Mais voilà, c'est parti comme ça, le fait de dormir ou quoi. On dormait pas du tout, puisque Philippe avait brillamment gagné sa série ou fait sa demi-finale ou fait 3e, je sais plus, et passé en finale. Et on avait mis au point tout un protocole. Donc on était tout sauf endormis. Il y a pas à chier. Mais voilà, c'est ainsi. Voilà, c'est passé. Je te dis, je me suis construit avec ça. Ça, c'est des étapes dans la vie d'homme. Voilà, il faut affronter. Bon, pour être libre, je suis responsable avant tout, tu vois. J'ai 2 berges à ma rivière, à mon long fleuve tranquille. J'ai l'engagement et la responsabilité. Ça, c'est chacune des rives de mon cours, du cours de ma vie, quoi. Donc voilà. Malgré tout, tu continues après, parce que on aurait pu se dire que tu aurais arrêté ta carrière sur cet échec, mais tu continues parce que tu fais quand même Barcelone après. Oui, mais parce que, si tu veux, d'abord, j'ai arrêté le bateau quand même. Et je venais d'acheter une maison à Bushman, j'ai quitté Paris pour venir m'installer à Bushman avec Muriel. Et j'ai une maison que je retapais, donc je gardais la forme parce que c'est physique de retaper une maison. Et au premier de l'an, Muriel me dit, mais tu devrais continuer à faire du bateau. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Et j'ai continué à faire du bateau. Voilà.
C'est tout. Mais j'ai pas touché une pagaie entre cette demi-finale de Séoul et le premier de l'an. Mais c'est pas grave. Ça, c'est et après, ça n'a pas été très simple. D'abord parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous en voulaient, très clair, parce qu'ils ont été dérangés eux-mêmes dans leur propre petite vie, tu vois, puisqu'ils étaient kayakistes, et puis ils s'étaient gavés tellement ou gossés tellement de notre future performance que quand on va à ce désastre-là, ben, ils passent pour des cons, donc bien fait pour leur gueule, je dirais même à la limite. C'est leur responsabilité, c'est leur risque, hein, c'est leur problème. Et voilà. Mais toi, malgré tout, t'arrives à te remotiver quand même, à refaire du bateau, à reperformer à haut niveau, à te réentraîner à fond? Ça n'a pas été si simple. Et là, j'avoue qu'il y a des gens au sein de la fédération qui ont bien saisi l'affaire et qui m'ont aidé. C'est très clair. Et donc voilà, ça finit par le faire. Mais en 89, on n'est pas performant. On était à Plovdiv, on n'est pas performant. Hein. La seule bonne nouvelle, c'était la chute du mur, hein, cette année-là. Hein, c'est tout. En 90, on revient bien dans le coup, mais ça a été non, en 90, on fait pas le bateau ensemble avec Philippe. Voilà, moi j'avançais comme un avion, y compris en mono, mais je faisais un bon K2 avec Nanar, donc avec Philippe, on a une discussion. Bon, bah écoute, t'as qu'à faire le mono, et puis moi je fais le bi, et puis on a bien fait, chacun de notre côté. Et puis en 91, c'est Paris. On revenait très fort, même si le début de saison avait été compliqué. Et le déclic, ça a été les Jeux méditerranéens, où on s'est pris une grosse branlée, mais ça allait pas. Philippe venait d'être papa, en plus. Gareth venait de naître. Donc, ça bouleverse la vie d'un homme, ça. Enfin, la sienne, en tous les cas. Et c'est tant mieux. Et en 91, au championnat du monde à Paris, on fait 2, on est disqualifié. Ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, on fait 2, on sait qu'on fait 2 sur le 1000 et on gagne le 10 000. Voilà. Et donc, on aborde 92 en confiance, sauf que Philippe s'installe. Il a terminé sa chiropraxie, sa femme aussi depuis un petit moment, et il est en train de construire son cabinet, etc. Et tu vois bien, hein, c'est quand tu as 33 ans, c'est partagé quand même, hein, entre une vie de temps qu'il était papa, hein, donc entre une vie qui le happe, hein, une vie, la vraie vie, hein, pas celle de la compétition, qui est aussi une vraie vie, mais voilà, et puis la compétition. Et donc on est un peu moyen, quoi. Et on est les premiers à se faire sortir de l'accès à la finale. En fait, en demi, on est les premiers pas pris en finale, quoi, en fait. Et on se fait sortir par les Néo-Zélandais qui ont même un an ou 2 ans de plus que nous, qui eux aussi se ramasseront des crottes en finale, quoi. Bon, voilà. On aurait pu bien faire parce que je pense qu'on pouvait encore avoir l'énergie et voilà, mais rattraper. Moi, j'étais ingénieur à l'ADEME à l'époque et j'avoue que j'ai compris Philippe, hein, parce que mon métier m'intéressait énormément et m'accaparait énormément et que souvent je disais bon ben non, je vais pas aller à l'entraînement là parce que je vais finir ce que je fais là ou je dois partir là pour le boulot, etc. Et il n'y avait pas d'état d'âme à faire ce choix. Est-ce que tu as pris ta retraite juste après, sportive en tout cas? Oui, en 92, j'ai mis la pagaie dans la housse et puis j'ai pratiquement pas ressorti depuis. Ah ouais, à ce point-là, donc tu as complètement arrêté du jour au lendemain alors? Ah oui, oui. Oui, j'ai ressorti une fois parce qu'il y a un gamin du club qui passait son brevet d'État et qui faisait les premiers kinogrammes. Et donc, il avait construit un cadre avec des ficelles, etc., pour faire un repère autonormé. Il m'avait mis des capteurs de lumière sur les articulations et il m'avait demandé de pagayer. Donc, on a fait 2 trous dans la pagaie, puis je pagayais sur une machine à pagayer. C'est la fois que j'ai ressorti.
Puis après, j'ai navigué un petit peu en surf ski parce que c'était plaisant, c'était le début. Et puis Stéphane Gorichon ici à Bushman était devenu revendeur des Fenn, des surf ski Fenn. Là, il m'en avait prêté un. J'ai trouvé ça plaisant. Une fois, j'ai fait aussi de la course en ligne avec mon frère un après-midi. On a fait 12 bornes. Et puis, je suis monté un tout petit peu aussi à Vers-sur-Marne quand j'étais des TNA là-bas, avec Xavier, Florio, et puis avec François During et Philippe Collin. C'était bien sympa, mais je tenais pas la route, hein. Je tenais à peine dans le bateau. Et puis, c'est tout. Et puis, ça se résume à ça, à peu près, le kayak que j'ai fait depuis. Mais après, justement, après ta carrière, là, comme tu disais, tu as occupé des fonctions au sein de la fédération? Non. Ça, c'était en 88. Ah, c'était en 88. Je me suis présenté. Mais non. Il voulait, à la fin de ma carrière, Hervé Madoré voulait. Donc j'étais allé à un colloque des CT qui s'organisaient tout près d'Angers là. J'avais participé aux travaux. C'est Jacques Roisin qui prenait la direction de l'équipe. Et puis il y a eu une carabistouille et puis j'ai décliné. J'étais pas prêt. Et par contre, Hervé est revenu à la charge 4 ans suivants quand il a engagé Karsten Neumann. Donc évidemment, moi j'étais très très en phase avec ce que proposait Karsten. Hein, et quand tu comprends aussi, puisque je t'ai fait un descriptif des quantités qu'on s'envoyait, hein, et Karsten est resté sur cette lignée, lui, hein, même si c'était encore plus construit que ce que l'on faisait par le passé. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu dans l'affaire. Pierre Lubac m'a aussi, qui était compétiteur encore à l'époque, m'a aussi bien décidé. On a passé une nuit dans sa cave et en sortant, je lui dis écoute, Lulu, je vais voir à Temple-sur-Lot en plus. Hein. Je dis écoute, Lulu, c'est quand il habitait à Temple-sur-Lot. Je vais voir, mais je crois que je vais accepter la proposition de Hervé. Voilà. Et j'ai donc été entraîneur national. Et puis quand Karsten est reparti en Allemagne. Je suis sorti pisser à la réunion des cadres techniques. Quand je suis revenu, Antoine Boissy m'a dit c'est toi le nouveau directeur des équipes de France. Bon, d'accord, merci. Que nouveau coordonnateur des équipes de France. Voilà, et puis j'ai quitté 3 ans après parce que on avait 3 enfants à la maison. Mathieu était tout petit, il venait de naître et tout ça, et c'était une vie impossible pour eux, quoi. Comment ça s'est passé ce périple, je sais pas, cette aventure au sein de la fédération alors en tant qu'entraîneur et après en tant que c'était très plaisant, hein. Moi j'aimais bien travailler avec Karsten. Bon, il fallait un peu que ferrailler, même beaucoup, hein. Et là tu te rends compte que les clubs ont un pouvoir, voilà, ont un pouvoir, hein. Je veux pas dire une autorité, hein. Faire autorité, c'est autre chose pour moi. Mais ont un pouvoir, voilà. Des sportifs qui, bousculés dans leur routine, évidemment, essayent de ruer dans les brancards. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié des gars comme Babac, Amir Tamaseb, Cyril Huguet, Philippe Aubertin, Pierre Lubac, mais des gars aussi qui arrivaient comme Steve Gorichon, Frédéric Gauthier, enfin tous ces kayakistes là. Le canoë, j'y connaissais un tout petit peu moins, voilà. Mais des gens qui, même si il y avait toujours un peu de défiance, mais c'est ce qu'on leur demande. Nous, on propose un cadre, voilà. Mais souvent, la réponse, elle est hors du cadre pour chacun d'entre nous, si tu veux. Le cadre te garantit une base, quoi. Un fond, te donne une impulsion, un sens, une direction. Après, c'est à toi de te l'approprier, ce cadre, et puis sortir des sentiers battus, prendre des risques, investir ce que l'on propose à fond, et puis voir que c'est pas suffisant, aller chercher ailleurs. C'est ça la vraie méthode. Et c'est ce que j'aimais bien parmi tous ces gars. Et puis il y a des collègues que j'appréciais beaucoup aussi, hein. Voilà,
Albert Pernet, par exemple, qui je m'entendais très très bien. À une époque aussi avec Bruno Bicocchi, qui était revenu dans l'affaire. À un moment donné, il était sur Dijon. On a fait des stages où on s'est vraiment bien marré, quoi, avec Kersten, c'est clair. Autant que Bruno, lui, il parlait couramment plusieurs langues. Et puis après, quand Didier Hoyer, Olivier Boivin sont arrivés dans le staff, et puis Vonx, bon, c'est vrai que c'était plaisant, José, mais c'était déjà entaché, quoi. C'est-à-dire que voilà, les gens qui n'y croyaient pas gagnaient du terrain. Finalement, et ils n'y croyaient pas parce que ça les bousculait trop et on les sortait trop de leur zone de confort et voilà. Donc moi, je mettais en danger d'un autre côté ma vie de famille et c'était ma limite. Je l'avais dit à Hervé quand il m'avait recruté. J'ai dit, écoute, là, tu vois, je vous regarde tous, à 90%, vous êtes tous divorcés. Moi, je ne mettrai pas en danger ma famille. Je te dirai quand je tirerai la sonnette d'alarme, soit ça sera réglable, soit ça sera pas réglable, et auquel cas je quitterai le milieu. Et c'est ce que j'ai fait avec Antoine aussi. Enfin, c'était Antoine qui avait repris la passation à l'époque, qui avait repris le flambeau. Mais j'ai beaucoup aimé Antoine Gauthier aussi. On a vraiment bossé comme des fous. Parce que il avait une vision et il l'a toujours. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, moi je trouve. Et puis lui, sortir des sentiers battus, ouais, il savait faire. Ça, c'est clair, il sait toujours faire. Mais j'ai bien aimé notre collaboration. Elle était extrêmement franche et surtout pleine de respect, quoi. Et ça, c'était formidable. Mais la ligne rouge pour moi à pas franchir, c'est l'équilibre, quoi, entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Et donc j'ai décliné et je suis rentré en direction départementale. Le choc. Est-ce que tu penses que justement tous ceux qui qui envoyaient des mauvaises ondes, on va dire, sont une des raisons pour lesquelles vous avez une génération, j'ai l'impression, très forte, tu vois, de 80 à 88, où tu vois, il y avait donc Patrick Leflon, Bernard Bréjon, il y avait toi et Philippe Bocara. Avant, il y avait Alain Lebas. J'en oublie pas mal. Vous étiez beaucoup à être très fort et d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu un trou. Ce qui se passe, c'est que on ne sait pas capitaliser, en fait. Tu vois, on ne sait pas construire cette puissance accumulée. Parce que, en fait, les projets sont, comme tu es tout le temps sur des buts de comparaison sociale et des buts de maîtrise, bon, ben voilà, tu restes un peu secret quand même, mais en même temps aussi, il y a des chapelles qui se créent. Voilà, des tensions, voilà. En plus, à la fédération, si tu veux, ou le kayak, c'est une fédération qui présente de multiples activités. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont en concurrence, mais malgré tout, avant qu'il y ait à la tête de la fédération une équipe 100% course en ligne, comme ça l'est dans d'autres fédérations, d'ailleurs, c'est pas souhaitable, mais c'est impossible, alors qu'elle est 100% au vive. Elle a été 100% au vive très longtemps. Donc, tout ça joue sur le fait que ce que fait l'autre, on n'y prête pas plus attention que ça, sauf quand le danger arrive, quoi. C'est-à-dire, attends, là, ils vont prendre le dessus, ils vont prendre le pouvoir, ils vont prendre ci, ils vont prendre ça, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans l'équipe quand on est devenu champion du monde. On prenait un pouvoir, le pouvoir d'être champion du monde, alors que plein s'y étaient cassé les dents des générations et des générations précédentes, quoi. Et c'est ces jeux-là, c'est des jeux humains, tout simplement. Bon, quelque part, ça peut paraître cynique, mais j'arrivais aussi à m'en branler, quoi, même si je l'ai payé très cher à Séoul, mais j'étais assez libre dans ma tête. Voilà. Séoul, j'ai essayé de rester libre après Séoul aussi. J'ai juste perdu mon sourire à Séoul, mais c'est l'essentiel. Avant, j'étais libre et souriant. Après Séoul, je restais libre, mais j'avais perdu mon sourire, quoi. Voilà. Et j'ai retrouvé mon sourire quand j'ai mis un terme à ma carrière de sportif de haut niveau. Ouais.
Mais voilà, c'est ça, c'est tous ces jeux-là qui rentrent en ligne de compte. Après, tu sais, nul n'est prophète non plus dans son domaine. Hein. Il y a de l'expérience, il y a de la valeur. Moi, j'ai fait l'effort, en tous les cas, j'ai fait l'effort et j'avais l'envie de vouloir transmettre. Voilà, ça a marché pour certains, ça a moins bien marché avec d'autres. Il y a des gens à qui je sens que j'ai apporté quelque chose. Bon, ben voilà, c'était le deal. Hein. J'étais payé pour ça en plus. Voilà. Et quand je vois que ça passe plus, ben il est temps de sortir et de laisser la place à ceux qui pensent pouvoir faire mieux. Et tant mieux. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ils ont fait des très beaux trucs. Ils ont fait des très beaux trucs après. Hein. Attends, il y a une époque quand même des Philippe Collin, justement, de caca de champion du monde, etc. Ils ont fait des trucs quand même d'une force. Sébastien Jouve, tous ces sportifs, mais même des gamins comme Jean-Damien Loup. Une fois, il était double champion du monde junior, mais c'est des gens extraordinaires. Au moins, on peut se dire qu'on n'a pas brimé leur expression, quoi. On les a pas empêchés de s'exprimer. Je peux pas dire on a favorisé leur expression. Ceci dit, on les a au moins inscrits à la compétition. Mais en tous les cas, on les a pas brimés, on les a pas empêchés de. Sur ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, que ce soit en termes d'entraînement ou autre? Est-ce que tu pourrais revenir en arrière? Non, je crois que je ferais tout différemment. J'ai accumulé de la puissance là et c'est surtout si j'avais la capacité de pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu changerais? Rien ou tout, ou je sais pas. Ça, je le saurai le jour où ça m'arrivera, tu vois. Et je pense que ça m'arrivera dans une autre vie aujourd'hui maintenant, parce que je vois bien que physiquement je suis fatigué, c'est très clair. Mais puis j'ai 62 ans, donc c'est plus ça. Mais je peux pas le dire là. C'est une partition qu'il faudra écrire. La partition, la phrase musicale sera celle dictée par la Fédération internationale de canoë, par exemple, ou les Jeux olympiques, ou je sais pas ou le CIO ou la Fédération française de canoë-kayak. Je sais pas qui serait l'instance qui dirigerait ce microcosme. Et puis j'essaierai de m'adapter et de prendre cette phrase musicale, cette règle sportive, et puis de m'y adapter au mieux pour que le jour J, je puisse m'exprimer au mieux. Donc derrière, en fonction de la distance, en fonction de et ça, eh bien, j'aurais travaillé tel type ou tel type et dans telle direction. Voilà, je pense que je reste. Enfin, c'est un état d'esprit, celui que je t'ai décrit. Hein, voilà, curieux, libre déjà, libre. Il faut que ça soit une joie, un plaisir, un sourire, la bonne humeur. Ensuite, c'est être curieux, passionné, respectueux. Et puis obsessionnel un petit peu quand même, hein, voilà, mais éviter l'hystérie et éviter les jeux de pouvoir, quoi. Mais plutôt finalement faire référence. Si aujourd'hui tu m'appelles, c'est que je fais référence. En tous les cas, j'ai fait référence à un moment donné. J'ai fait comment dirais-je, je fais autorité dans le milieu. Voilà. Grande différence entre autorité et pouvoir. Et puis j'aime bien une phrase de Sylvain Curigné, c'est incantation ou incarnation. Et parfois c'est de l'incantation, mais très vite tu cherches à aller vers l'incarnation. Voilà. Mais de plus en plus aujourd'hui, quel que soit le domaine, hein, je pense qu'on est dans l'incantation, on n'est pas dans l'incarnation. Et je ne parle pas que du kayak, hein, je parle de tous les domaines. Et ça, c'est vrai. C'est là où je me rends compte que je deviens un vieux con, quoi. Voilà. Peut-être pas.
Oui, si, quand je suis optimiste, je dis je suis un vieux sage. Ouais, t'as raison. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi, Mais je pense qu'il faut quand même être l'exemple de ce que ou avoir été dans ton cas ce que tu transmets et l'incantation pour moi même si effectivement ça me fait sourire cette phrase de Sylvain parce que beaucoup font des incantations, je pense qu'il faut incarner. Si tu n'incarnes pas, tu ne peux pas être bon dans ton domaine. En tout cas pour moi, en tout cas tu peux pas être bon et tu peux pas être heureux en plus. voilà, c'est très clair. Donc, il y a des gens qui ont ce déclic. Tu as l'air de le vivre, toi, dans ton domaine, et c'est Ouais, très bien. ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut aussi. En fait, finalement, chacun a un championnat du monde, quoi. Voilà. Chacun son championnat du monde. Et l'art de vivre, justement, l'art du bonheur, l'art du sourire, l'art de la liberté, c'est ça, c'est d'incarner qui on est, finalement. Qu'est-ce que tu as fait après la fédération? Tu disais que tu été à la direction départementale des sports. C'était quoi ton rôle? Oui. Bon, les sujets, les politiques publiques. Alors, moi, je voulais pas trop me mêler de sport, voilà, en venant du haut niveau, parce que c'est tellement pas pareil le sport local. Je juge pas, hein, mais c'est tellement différent que j'avais pas les codes ni quoi que ce soit, et je me suis lancé dans l'éducation populaire en fait et la jeunesse. Et ça, c'était formidable. J'ai mis, par exemple, j'ai participé à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs. Tu sais, l'école sur 4 jours ou 5 jours ou 4 jours et demi avec des temps d'activité périscolaire le soir. Voilà, je fais des sujets comme ça. Ouais, ouais. C'était vraiment bien. J'ai bossé beaucoup avec les maisons de quartier dans le développement d'un dispositif de prévention de la délinquance, Ville Vie Vacances. Voilà, avec des séjours pour les mômes, mise en place de séjours pour les mômes, etc. Mais aussi un peu de recherche-action. Quand on dit accompagner les jeunes dans l'autonomie. Bon, d'accord, ok, tout le monde revendique ça, tu lis ça dans tous les dossiers de demande de subvention, quand tu leur poses la question, ça veut dire quoi ton truc là? Personne ne sait. Bon, ben, on va y réfléchir ensemble alors, et on fait une recherche-action avec des gens qui réfléchissent bien, et c'est intéressant et qui nous guident. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai fait, ouais. Ça, c'était pas mal. Et puis, jusqu'au jour où j'en ai eu plein le cul, et puis que Philippe Graille, je sentais qu'il était prêt à, et puis bien aidé par Xavier pour un retour à la fédération. Bon, ce qui m'a recruté au mois d'octobre. Il s'est fait débarquer au mois de décembre, et j'ai travaillé avec l'équipe de Jean et de Jean Zungrana, quoi, et voilà. Et après, bon, ben voilà, je m'y suis plus trop retrouvé. J'avais un appartement à Paris, je faisais les allers-retours à la maison. Bon, voilà, c'est pas toutes les semaines en plus. C'était un peu lourd personnellement, et puis c'était pesant parce qu'on n'était pas trop en phase, quoi. Justement, c'est là où j'ai fait revenir François Bigral. J'ai rencontré François Bigral grâce à Gianni Capaille, d'ailleurs. Et du jour où on s'est croisé avec François, voilà, on est devenus vraiment amis, et c'était super. Et donc j'ai proposé à tout le staff de réfléchir avec François à une petite unité. On était 4-5 autour de la table avec lui pour justement philosopher sur le sens, le chaos, l'imprévisibilité, etc., etc. Les 3 univers, la performance humaine, et tout ça, c'était riche, mais pratiquement sans effet, sans suivi d'effet derrière. Donc bon, ça me pesait, et je suis parti. Qu'est-ce que tu aurais voulu comme effet? Que les gens adhèrent un petit peu plus, mais ça bousculait, là encore, comme quand Kirsten était là, ça bousculait un peu trop. Voilà. Même des sportifs qui ont lu le livre de François, parce qu'il est pas très très épais, puis il est accessible quand même s'il y a un peu de notion, un peu de notion dedans quand même. Mais même des sportifs chevronnés pourtant, hein, qui disaient mais non, moi j'adhère pas du tout à ce qui est écrit. Voilà. En fait, c'est
c'est être dans une relation interdépendante, quoi. Et finalement, comme le disait Carsten, c'est le sportif est le principal acteur de sa performance et de ses performances, qu'elles soient l'entraînement, etc. Et l'entraîneur avec une vision partielle de ce que ressent, de ce que vit le sportif. Donc, il faut qu'il y ait un rapport équilibré, quoi, entre les deux. Donc voilà, et ça, tu vois, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était difficilement imaginable. Je comprends qu'il y a des sportifs qui aiment ne pas avoir à réfléchir. On lui dit, tiens, tu fais ça aujourd'hui, voilà, pof. Je suis pas bien sûr que ça les mène systématiquement à la performance, hein, d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui refusent tout le système aussi, complètement. Et tu vois, par exemple, Séoul, c'est pour moi de ne pas avoir fait la distinction entre indépendance et interdépendance. Ça se joue là pour moi. Voilà. Et sur fond de tension et de rancune, eh bien, ça donne cette catastrophe, quoi. Voilà. Et quand tu ramènes ça sur le tapis, l'interdépendance, tu brides un peu le pouvoir du coach, même si pour beaucoup d'entraîneurs, je reconnais leur autorité. Hein. Ils font autorité parce que il y en a vraiment des très bons et humainement parlant des exceptionnels. Mais là-dedans, il y a aussi des gens qui n'ont pas de consistance, qui sont dans le pouvoir et ils sont là pour eux en fait, pour eux-mêmes. Voilà. Et donc c'est tout ça qui quand tu proposes une histoire, obligatoirement cette histoire renvoie tout le monde à sa propre histoire. Et c'est là que les divergences apparaissent et les tensions naissent, quoi. Parce que tu perturbes. Voilà. Ton histoire, c'est pas la leur. Et par contre, moi, je ne demande pas que mon histoire soit la leur. Je demande juste que l'on fasse un bout de chemin ensemble sur quelque chose pour lesquels on est d'accord, quoi. Voilà. Et on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Voilà. Donc bon. Après, c'est ça la vie, c'est que tu tentes, hein, et puis si ça passe pas, tu vas faire autre chose. J'ai jamais eu de problème pour changer. J'ai changé plein de fois. D'ailleurs, c'était une vraie galère pour constituer mes droits à la retraite. Mais j'avais tout gardé parce que je suis un gars assez ordonné finalement. Je m'en suis rendu compte là. Et j'ai jamais eu de problème pour changer. D'abord parce que la plupart du temps, je changeais parce qu'on me demandait. Et voilà quoi. Et j'ai pas eu l'impression de laisser des cadavres derrière moi ou des gens qui étaient très contents de me voir partir, quoi. Voilà. Bon, écoute, je ne veux pas me satisfaire de ça non plus parce que je m'en fous finalement, je vois ce que tu veux dire. J'ai écouté un podcast récemment qui parlait justement de un coach qui était interviewé, pas du tout dans le kayak, mais qui parlait justement d'athlète partenaire, lui, dans le sens où justement sur cette notion un peu d'autonomie, où le coach en fait était partenaire de l'athlète et où effectivement, comme tu l'as dit, l'entraîneur avait été une roue du super carrosse de la performance, mais n'était pas complètement, et qu'il y avait plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et lui, il expliquait tout ce qu'il mettait en place en tant qu'entraîneur et tout ce que l'athlète après lui faisait comme retour pour qu'ils s'ajustent ensemble en fait. Tu vois. Et même s'il est que la roue de secours en plus, hein. Parce qu'en fait l'entraîneur, in fine, ce n'est plus que la roue de secours. C'est-à-dire qu'il sait rester discret et dans l'ombre. Et intervenir que quand, à la demande du sportif, à un moment donné où le sportif le choisit lui, parce qu'il sait que lui va l'aider à résoudre au mieux la difficulté qu'il a à faire. Et ça, c'est vieux comme le monde, cette histoire. Robert Bobin plutôt, qui a été directeur de l'INSEP il y a très longtemps, l'avait écrit dans un livre parce qu'à l'époque, voilà, c'était un peu comme ça, les gens écrivaient. Et c'est tout. C'est la personne fiable sur laquelle on se repose, mais on le sollicite pas et c'est pas lui qui goroutise le truc non plus, quoi. Voilà. Mais voilà, oui, il y a vraiment, il y a des rapports à rééquilibrer parfois, c'est sûr.
Après, comme tu l'as dit, c'est beaucoup je vais pas appeler ça une guerre d'humains, mais une guerre d'ego un peu, où tout le monde veut être un peu reconnu, encensé pour ce qu'il fait, Oui, et donc mais où personne en fait arrive et c'est un peu le problème de la société actuelle, où personne arrive à rester à sa place en fait. ben, exactement. Moi, je dis toujours, chacun a sa place, a sans accent. C'est-à-dire, chacun a une place dans le dispositif, même si c'est roue de secours, tu vois. Et puis, chacun a sa place, c'est-à-dire a avec accent cette fois. Et là, reste à ta place, quoi, toi. T'as pas à venir ici, là. Tu nous emmerdes et en plus, tu connais rien et tu n'as vraiment que voilà. Et ça, c'est la grande difficulté. Mais tu sais, ça, j'en faisais la promotion déjà quand j'étais à la Fédé, mais je m'en suis servi aussi beaucoup. Là, dernièrement, j'ai fait 2 années comme délégué du préfet sur les questions de la politique de la ville. J'étais rattaché directement au préfet, on est 3, et on est sur les quartiers de la géographie prioritaire, tu vois, les quartiers sensibles, hein, les quartiers populaires. Et on est les yeux, les oreilles du préfet, et on lui prépare ses discours. Voilà. Et derrière, on met en œuvre la politique qui le digère à l'échelon local pour que ça se passe au mieux sur les quartiers. Bon, alors je te dis pas, hein, la pandémie, quand on a abandonné complètement les quartiers, plus aucune présence, hein, c'est sûr que ça n'a pas été la meilleure politique possible pour ces quartiers-là. Mais justement, dans ce jeu d'acteurs, il y a plein de gens. En plus qu'on est sur l'éducation populaire, etc. On est sur la culture, on est sur le sport des quartiers, on est sur tout un tas d'associations qui vivotent, quoi. Et c'est des gens qui sont d'abord dans le social, tu vois, qui ont cette fibre-là. Et qui sont toujours payés avec des lance-pierres, qui ont des carrières, des projections de carrière extrêmement difficiles, faibles en fait, hein, en termes de rémunération, ne serait-ce que ça, si tu veux, et de reconnaissance, je t'en parle même pas. Et pourtant là-dedans, il y a tout un tas de gens qui essayent d'exister, et c'est insupportable. C'est marrant de voir ces jeux, voilà, c'est souvent des jeux de dupes d'ailleurs. Mais bon. Voilà, mais de toute façon, c'est l'être humain au sens, je veux dire strict du terme. Toujours ce jeu de pouvoir, cet ego, donc. Et le français en particulier. Enfin, bon, bah écoute, je vois qu'on approche des 2 heures. Bah, j'arrivais un petit peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Bon, bah, ça a déjà été très complet, si tu veux. Et non, il y a, en tous les cas, voilà, je te dis, c'est mon art de vivre, ça a été mon art de vivre, et je suis toujours sur les mêmes principes aujourd'hui. Voilà. Si des personnes écoutent le podcast et souhaitent te contacter pour échanger, est-ce que je peux mettre ton email ou est-ce que tu as un autre moyen pour te contacter? Non, l'email, c'est tout. Ok, je note l'email. Très bien. Ouais, pas le téléphone. Le téléphone, bon là, ça y est, t'es inscrit. Si tu m'appelles, je sais que c'est toi. Non, mais si tu veux, le téléphone, il y a 400 personnes dans mon truc là. Et là, j'attends d'avoir finalisé complètement mes démarches de retraite et puis je changerai de téléphone par la suite. Je ferai le numéro, voire je prendrai pas de téléphone. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté la Fédé la première fois. J'ai été 1 an sans téléphone. Ben c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, on est tellement sur le téléphone que je pense qu'on n'est pas sur le téléphone, on est mieux qu'on n'a pas de téléphone. Oui, et à un anniversaire, mes enfants qui commençaient à être ados et qui allaient en cours en ville, voilà, m'ont dit, bah écoute papa, ça nous intéresserait que tu aies un téléphone quand même, parce que des fois tu pourrais nous ramener, parce qu'on sort en même temps que toi, ou tu peux sortir en même temps que nous, etc. Et j'ai eu un téléphone où il y avait que 4 numéros, celui de ma femme et de mes 3 enfants. Voilà. Bah c'est très bien. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Oui. Ouais. Donc, ouais, mais toi, t'es jeune, attention, t'as plein de choses à faire encore dans ta vie. Hein. Bah, engage-toi. Déjà, accélérer en bateau, c'est déjà pas mal. Fais ta vie. Ouais, si, c'est intéressant, hein, d'accélérer en bateau, mais il y a tout le reste aussi. Et puis, c'est long, hein, une vie, hein, sincèrement. Hein.
C'est même si ça passe vite, hein, c'est long. T'as le temps de faire des choses, d'impulser, de t'investir dans plein de domaines. Il y a plein de choses intéressantes à faire, c'est clair. Moi, ça y est, j'ai donné. J'ai été pendant 30 ans avec des mandats aussi, hein, de président, de vice-président, de trésorier, de ci, de ça, de 2 à 3 mandats par an en fait. Voilà, j'étais adjoint aussi d'une mairie, etc. Et aujourd'hui, je dis allez, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ça c'est fait. Tranquille maintenant. Tranquille, après, la vie est une question de cycle, comme tu l'as bien démontré. Oui. Là, c'est juste un nouveau cycle. Ouais, exactement. C'est récent puisque c'est du 1er octobre, donc tu vois. Ah oui. Et en situation administrative n'est pas encore réglée, mais bientôt ça sera complètement entériné et voilà. Ouais, et ben super. Et ben merci encore de ton temps, Pascal, c'était super. Écoute, je vais augmenter mon volume d'entraînement. Je vais écrire à Christophe juste après en lui disant les entraînements que tu m'as dit. Et je vais lui dire, je savais qu'on n'en faisait pas assez. Écoute, vas-y. Tant que tu prends du plaisir, même si c'est pas toujours du plaisir, même c'est pas souvent du plaisir. Hein. Je leur disais aux sportifs, le plaisir, c'est d'écouter la Marseillaise sur le podium. Je sais pas. Après, pour arriver là, l'entraînement, c'est le plaisir quand même. Car moi, pour l'instant, l'entraînement, c'est le plaisir. Oui, bien sûr. Ah bah. Avoir mal, c'est du plaisir. Arriver à atteindre ton but à l'entraînement, c'est un plaisir. Mais c'est de la pratique délibérée. Hein, ça exactement. Peut faire mal. Voilà. Exactement. C'est délibéré. Donc en fait, soulever. T'as pas ce truc de douleur ou autre. Pour l'instant, moi, je n'ai pas. J'ai surtout le truc de encore une série. Puis je dis merde, c'est déjà fini. J'en aurais bien fait une autre. C'est tant mieux. Ou alors, et justement, cela, c'est parce que tu envisages mal la globalité de ton entraînement. Oui, bah voilà. Un peu le mur en course à pied, tu vois, le mur des 30 en course à pied. Vaut mieux se le prendre à 30, mais l'idéal, c'est de se prendre à 42 km 195, quoi. C'est-à-dire que tu as été vraiment à fond, mais juste pour terminer. La gestion de l'effort est pas si simple, effectivement. Eh oui. Ouais. Mais ça, c'est une habileté qui s'entraîne. Donc, vas-y. Ouais, bah, c'est ce que, je travaille ça aussi. Bon, en tout cas, bah, voilà, c'était un plaisir et donc, bah, merci encore de ton temps. Moi aussi. Plaisir partagé. Je te tiendrai au courant quand ça sort. Donc là, bah, qu'on enregistre, on est le 17 octobre. Ça sort normalement dans 4 ou 5 semaines, mais je t'enverrai par mail, le lien avec les photos, tout ce que je vais préparer. Ça marche. Et voilà. Et bah, c'était cool. Et peut-être au plaisir un jour, si je passe dans le coin, ou si tu viens, peut-être, vers Annecy, ou Aiguebelette, ce sera avec plaisir. Ah bah c'est une très belle région. Hein. Les enfants aimaient beaucoup Aiguebelette parce qu'on y a un stage. On est super. Hein. C'est sûr. On était encore ce matin. Au lodge, tu sais, à la base d'Aviron, là, qui est l'ancienne maison de Frédéric Dard, et on a passé des stages magnifiques là-bas. Superbe. Hein. Ah ouais. On est royal. Hein. Comme je dis tout le temps, tout le monde est le bienvenu, mais personne ne veut venir. Alors, je comprends pas. Et bah ça. Bon, écoute. Et bah peut-être à bientôt alors. Bonne fin de week-end à toi. À toi aussi, Pascal. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.